envisager les thèmes de la science-fiction, la façon de les développer, et que ceci, au départ, c'est pas une façon de nier l'idée de nation en nation, mais c'est qu'au départ, il me semble qu'il y a quelque chose qui unit toutes les science-fiction dans la démarche, dans le type de thème envisagé. Et ceci étant, on peut repérer une certaine façon d'envisager les choses, et historiquement, ça correspond à, j'ai proposé pour les repérer, l'idée de paradigme dominant. C'est-à-dire que dans un pays donné, dans une culture donnée, on va avoir à un moment un certain type de thème qui va être favorisé, et ça va évoluer dans le temps. Et ces thèmes ne sont pas exactement les mêmes, ne se concentreront pas exactement de la même façon dans les différents pays, dans les différents environnements. Oui, ce dont tu parles, en fait, c'est le poids du contexte culturel, c'est-à-dire des événements, même de la matière première, de ce qui habite une société, sur les auteurs. Oui, alors c'est à la fois le contexte de la société en tant que telle, donc qui va faire que, par exemple, il va y avoir un intérêt plus ou moins, une certaine vision de la science, par exemple, dans une vision plus positive dans les années 30 aux États-Unis que dans les années 50 en France, donc le matériau de départ n'est pas le même, mais c'est aussi le fait que certaines choses vont mieux marcher en quelque sorte, simplement. C'est-à-dire que la façon d'envisager la science-fiction, la façon d'envisager les différents thèmes va être différente à un moment donné. Je pense, alors pour prendre un exemple plus clair, la première aspiration de la science-fiction en France, c'est l'élan vers l'espace. On associe l'idée de création en science-fiction à des images spatiales, des aventures spatiales. Mais la façon dont les Français envisagent cela au début, dans les années 50, c'est réellement, non pas comme un élan sans aucun problème vers l'espace, mais vraiment comme un problème. C'est-à-dire comment réussir vraiment à décoller de la planète. Ils n'ont pas cette vision extrêmement libérée, en fait, que les Américains pouvaient avoir au moment du space opéra dans les années 30. Oui, c'est ce qu'on dit en général, on parle de l'optimisme américain et de ce qui est classique dans la culture américaine, finalement, c'est l'appel de la frontière, l'appel du dépassement, et c'est vrai que quelque part, on a ce space opéra positif dans la culture américaine. Alors, on va rester un peu sur l'espace, merci Simon. Je vais me tourner vers Norman Finrad, et je vais lui demander si, est-ce qu'il considère, lui, en tant qu'auteur américain, que cet appel vers l'espace est toujours aujourd'hui une marque de la culture américaine, et est-ce que finalement cet appel de la frontière reste comme une constante nationale américaine qui se retrouve dans la science-fiction américaine? Well, that's a very complicated story, because what really happened in the history of 20th century science fiction internationally is that other countries' science fiction was trying to imitate American science. And American science fiction was very strongly published in Europe, whereas European science fiction was hardly published at all in the United States, partly, in large part because of the economics of marketing and translating, and the fact that Americans sont très terribles avec les langues, mais par exemple ici, on m'a dit par anglais, it's simpler. So, whereas publishers in other languages, here in France or Italy or someplace, usually have somebody that can read English. The American publishers don't have people who can read every other language, so they don't do it. They still don't do it. Then here we are in Utopias, which was founded by Bruno Della Chiesa for the very reason of really internationalizing science fiction, of having direct contacts between Italian writers and publishers, and German writers and publishers, and French writers and publishers, Spanish, so forth, without having to go through the intermediary of English. And I've lived here for a long time, and I saw the progress here, where French writers sort of took over what was published in French science fiction, and perhaps the same sort of thing going on in other countries. On the other hand,
least for me, and to certain other science fiction writers, I believe that the positive vision of science fiction has always been transnational. Is to say, what comes after all this chauvinism and nationality? I wrote two books really, L'Enfant de Fortune et Le Belle de Croisière de Dragon Zephyr, written in a far future where nationality has disappeared, where all the languages are mixed together. So I think there is, or has been, a kind of American science fiction which has influenced the rest of the world, maybe not in a very good way. That is sort of falling apart. And it's falling apart because I think the United States, the culture, has lost its vision of a transcendent future. We have particularly the sort of thing that was a science fictional future with going further than the planet Earth and going out to the stars and putting together a lot of different cultures. That's sort of really going downhill in the United States. And I think that's a bad thing. So I think that the torch of international science fiction has become more transnational than it was when it was dominated by American science fiction. For an American science fiction writer, maybe this is not such a good thing, but I think for the health of the literature itself, this is a positive transformation. Merci beaucoup Norman. En fait, le poids de la langue, hein, comme il dit, c'est vrai que la langue est aussi une manière de penser le monde, hein, c'est-à-dire que selon la structure grammaticale de la langue, d'ailleurs Simon a travaillé sur cette question-là aussi, on a une manière différente de penser le monde, de regarder le monde. Et c'est vrai que l'émergence d'une science-fiction internationale peut être un signe très positif, comme il vous l'a dit. Mais pour moi, il y a encore, je pense, on n'a pas encore dépassé cette question véritablement des identités culturelles. Alors, je continue à faire des allers-retours. Je me tourne maintenant vers Heyerdahl. Pourquoi? Parce que ça me fait penser, le lien qu'on a établi. Heyerdahl, Yann, tu as un peu commencé, enfin d'une certaine manière, enfin, ton départ avec l'Histrion notamment, qui est un hommage à Frank Herbert, hein, d'une certaine manière. Et ce qui m'a intéressé, moi, justement, dans le cadre de cette table ronde, c'est la manière dont tu t'es, en quelque sorte, à la fois approprié à l'univers, tu l'as complètement dépassé en lui rendant hommage, et en même temps, tu as fourni un space opéra français. Et je voulais savoir si, dans ton processus créatif, qui n'est pas un processus d'adaptation, qui est un processus créatif pur, mais avec un hommage derrière, est-ce que tu as eu l'impression, d'une certaine manière, de faire œuvre d'adaptation du space opéra à la française, de réhabiliter une forme de space opéra en France avec l'Histrion, qui est un texte que j'avais absolument adoré, et qui reste encore pour moi un des très grands textes de toi. Est-ce qu'il y avait ce sentiment de réinjecter du space opéra dans la science-fiction française, ou pas du tout? C'est très compliqué. Il se trouve qu'avant l'Histrion, j'avais déjà essayé un space opéra géant avec La Bohème et Livret, qui était peut-être plus particulièrement français, ou en tout cas francophone, que ne l'a été l'Histrion, puisque l'Histrion, j'ai réellement été... je me suis servi de l'inspiration que quelques romans de Frank Herbert m'avaient donné pour montrer des modèles politiques différents des siens. Mais à aucun moment j'ai pensé, c'est peut-être ce qui a fait que ces bouquins se sont vendus, à aucun moment j'ai pensé que j'étais un auteur français. Je me suis d'emblée très naïvement considéré comme un auteur, tout court, dont le genre préféré était la science-fiction, dont le mode d'expression favori en science-fiction était le space opéra, et j'y suis allé franchement. C'est-à-dire, j'ai essayé d'écrire ce qu'écrivaient les auteurs de mon adolescence, ceux qui m'ont amené au goût de la science-fiction, ceux qui m'ont amené à penser que c'était l'un des genres qui pouvait le plus apporter à l'humanité, d'un point de vue pédagogique, aussi d'un point de vue de réflexion idéologique. Et je suis parti sans complexe.
C'est un peu le cas de Pierre Mangal aussi, qui n'est pas là, mais à peu près dans la même période, c'est-à-dire grosso modo la même année, on a écrit nos 2 premiers romans, qui étaient des space opéras géants, avec aucun complexe. Les auteurs français, jusque-là, avaient le complexe soit du franchouillard, soit de toute façon, nous n'arriverons jamais à faire ça, alors avec de plus ou moins mauvaises raisons. D'abord, nos éditeurs ne nous le permettront pas, on nous limite à 184 pages pour un roman. Donc là, on est dans les années 50, 60 et 70. C'est vers la fin des années 80 seulement que la plupart des éditeurs, je dis bien la plupart mais pas tous, prennent conscience qu'il n'y a pas de raison de limiter les ouvrages français, ni dans le mode d'expression, ni dans la taille, mais qu'on peut leur permettre d'exprimer dans des champs possibles qu'utilisent les anglo-saxons d'une façon générale, les Américains en particulier, mais les Anglais aussi, qui se sont lâchés bien avant nous. Et puis, il y a autre chose qui est important, j'avais une culture littéraire qui, pour essentiellement américaine qu'elle était, parce qu'on publiait majoritairement des ouvrages américains, quelques ouvrages anglais, mais mon père était un collectionneur fou et avait énormément d'ouvrages qui venaient de Russie, de Roumanie, de Pologne, à l'époque, pas vraiment d'Italie parce que la SF italienne était naissante, et j'avais lu déjà beaucoup de choses qui m'ouvraient sur une espèce d'européanisation de la science-fiction. Il y a une raison politique à ça qui est extrêmement forte. Quand je dis une raison, il y a une explication politique qui est extrêmement forte. Aux États-Unis, on a toujours eu peur du mot et des notions communistes. En Europe, même si on a essayé de nous créer ce fantôme effrayant qui allait tous nous manger et qui était le monde au-delà du mur de Berlin, le monde des pays de l'Est, on n'en a jamais eu peur. Donc on a pu développer des idées, des utopies qui étaient plus proches du socialisme tel que conçu au XIXe siècle, de la première internationale, de la deuxième internationale socialiste. Donc on s'est lâché facilement là-dessus. Il y a eu une période d'apprentissage, on a eu du mal à faire autre chose que des avenirs proches. Et puis après, on a commencé à travailler. C'est ce que j'ai fait dans l'Histrion et dans Fixomorphose. J'ai inclus ma culture idéologique dans un univers de space opéra très classique finalement, même si Frank Herbert a apporté énormément de choses par sa richesse inventive et surtout par sa façon de conduire les personnages. Je n'ai fait que transposer son travail dans des idéologies plus faciles à digérer en Europe. Merci. J'aime beaucoup l'intervention de Yael Ayordal parce que justement il montre à quel point la science-fiction en France, pas forcément la science-fiction française, hein, c'est encore un point qu'on n'a pas tranché évidemment, est marquée par le poids de l'idéologie. Et il vous a bien dit hein, quelles étaient ses cultures, quelles étaient ses lectures. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette histoire de la césure qui est typiquement française hein, quand même. On en reparlera d'ailleurs dans une autre table ronde qui s'appelle French Technophobia. Il y a une césure, une cassure en France pendant très longtemps entre les études scientifiques et les études littéraires. Et pendant très longtemps, jusque dans les années 50, il n'était pas de bon ton pour un littéraire de connaître les sciences. Et inversement, on pensait que tous les scientifiques ne lisaient pas, ils étaient dans leur laboratoire. Et au-delà de cette schématisation, c'est quelque chose, comme il vous l'a dit, que les anglo-saxons, eux, n'ont pas vécu. Il n'y a pas cette coupure, cette césure chez les anglo-saxons entre la science et la littérature. C'est d'ailleurs pour ça que la science-fiction s'est développée plus tôt, peut-être, et de façon plus processuelle, je dirais, dans les pays anglo-saxons. Alors, je continue maintenant avec Georges Planchard. Désolé pour tout à l'heure, je me suis trompé, donc Georges Planchard est un auteur suisse. Donc justement, le point de vue de la Suisse, le point de vue de Georges, est-il marqué là encore par une culture politique qui serait une culture spécifiquement suisse, une tendance à voir le monde d'une certaine manière en fonction de son éducation, de son vécu en Suisse, ou est-ce qu'au contraire, comme on a l'impression pour l'instant jusqu'à maintenant, ces références ont été purement et totalement internationales et qu'il s'est positionné comme un auteur tout simplement et non pas comme un auteur suisse ou national? Je voudrais déjà citer quelqu'un qui nous a quittés malheureusement, qui s'appelait Roger Gaillard, qui était le premier conservateur de la Maison d'Ailleurs à Yverdon, que j'ai connu quand il a, il y a, je ne sais pas, 20 ans, au départ, c'était censé être pour Kesselring, réaliser une anthologie, c'était la première, je crois, de la science-fiction suisse. Et moi, j'avais envoyé des textes, j'avais jamais rien publié avant, c'était vers la fin du délai on pouvait envoyer les trucs, et puis il m'a envoyé
l'être enthousiaste en disant oui, oui, c'est bien, c'est formidable. Mais il m'a dit d'abord un peu de contexte. J'ai reçu jusqu'ici à peu près, je ne sais plus, 70 ou 80, pardon, 70 ou 80 textes. Ça prouve que la science-fiction suisse existe, il faut l'aider à pousser, et surtout pas, et je me souviens de ces termes, surtout pas en faire une horreur de type école suisse de la science-fiction. Alors maintenant, en ce qui concerne la Suisse, il y a quand même un point qui est très spécifique, notamment par rapport à la France, c'est que c'est une société plurilinguistique. La science-fiction française, on la connaît là où j'habite, on la connaît à peu près jusqu'à une ligne qui va en gros de Bâle à Sion-Sierre au sud, et après on connaît la science-fiction allemande. Ce plurilinguisme, il a amené une ouverture par rapport aux langues qui est certainement beaucoup plus grande qu'en France. Moi, quand je prends le train matin et soir pour aller à mon travail et en revenir, je vois des gens qui lisent dans les genres science-fiction, thriller, qui se lit beaucoup, et fantasy. Une personne sur deux a la version originale en anglais. Donc il y a beaucoup moins d'effets d'entraînement et d'annexes de ce qui serait typique de la science-fiction française comme Yann l'a exprimé. Merci. Donc on est toujours, vous voyez, dans cette vraie résistance, d'une certaine manière, je pense parler de résistance, à reconnaître ou à admettre d'une certaine manière, peut-être que justement, je joue avec ça, hein, c'est une hypothèse, qu'il y aurait des dimensions nationales. Alors je me tourne vers l'Italie, vers Tommaso Pinch, et lui il y a un rapport d'un auteur italien à la science-fiction, mais d'un auteur italien marqué fortement, me semble-t-il, par la culture américaine, et notamment par le jeu qu'il fait extrêmement savoureux. Je vous renvoie à Lo Spazio Sfinito dans le titre français. C'est quoi le titre français de Lo Spazio ? Un amour d'outre-espace. Un amour d'outre-espace qui est disponible, et puis une magnifique réflexion extrêmement pleine de dérision, pleine d'autodérision et de satire sur les repères culturels américains. Alors, Tommaso, l'Italie marquée par la littérature de science-fiction américaine. Moi, chaque fois que je vais en Italie, je suis même impressionné par le nombre d'auteurs américains encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une manière italienne de faire de la science-fiction? Est-ce qu'il y a une manière italienne de se saisir de ces grands thèmes de la science-fiction pour peut-être y injecter quelque chose qui serait purement latin? Science fiction in Italy is a big problem. Probably the most important Italian movie producer, Carlo Ponti, who was also the husband of Sophia Loren, did say that he would prefer someone killing than to produce a science fiction movie. And he said that in the 50s. But as a matter of fact, in 65, he produced maybe the best, the most interesting science fiction Italian movie, which is The 10th Victim, that you projected here the last year, and is inspired from a very beautiful short story of Robert Sheckley. As a matter of fact, science fiction arrived in Italy basically, we could say exclusively, because of the American writers. And it was a germ imported from the United States. At the end of the 50s, there were a big magazine called Urania, and all the writers were from the United States. And the few Italian writers who published something in that magazine published with under pseudonym, faking themselves as they were American. So that means that there was a public for science fiction in Italy, but at the same time, science fiction as a kind of relation was something strange to the Italian culture. And as a matter of fact, if you read the history of the science fiction, there are many in the world. You don't have many Italian writers quoted. The only three that you always find are Dante Alighieri for the Divine Comedy, which is considered a sort of a prototype, science fiction poem because of the
travel through the, through the other world. Italo Calvino, who was actually a writer of fairy tales, not a science fiction writer, and Tommaso Campanella, because the invention of utopia. But, this is very interesting because we have many writers, very more important writers, who try to write about, fantastic and scientific imagination. But it's not, very related to our culture. And I think it becomes, our tradition, especially the religious tradition. So it means that the science fiction is, it has its own, national identity. I would like, just to finish my my speech, to quote Jules Verne. Jules Verne, in his novel of the traveler around the moon, say an interesting thing. You know that in the novel, the characters go to the moon, but they don't go in the moon. They just go around the moon. And one of the characters say an interesting thing, which is, the conquest of the moon is not for French, but for the pragmatic spirit of the Americans. So he predicted very well, because actually the Americans went to the moon. So to me, it's right. It's very important in the spirit of the nation when you speak about science fiction. Okay. Alors vous voyez maintenant, on a fait le tour un petit peu, et je donnais vraiment à chacun le temps de s'exprimer. On voit finalement qu'il y a porosité entre les différentes façons, je dirais, de penser la science-fiction ou de faire de la science-fiction, et qu'en définitive, chacun d'entre eux, à sa manière, vous a dit, sauf vous m'arrêtez si je me trompe, mais vous a dit que finalement, il ne s'était jamais positionné comme un auteur français, un auteur suisse, un auteur américain, un auteur italien, mais un auteur de science-fiction, c'est-à-dire un auteur qui utilise les thématiques et les outils conceptuels de la science-fiction pour penser le monde. Alors finalement, c'est vrai en même temps, moi je pense que c'est tout à fait la démarche qu'un auteur a toujours, de ne pas être pensé comme un auteur national, bien sûr, pas limité aux frontières nationales, mais c'est aussi une manière, moi j'insiste, d'occulter un certain poids, le poids de l'histoire personnelle, le poids de l'éducation. Mais si d'une certaine manière la science-fiction a une vocation à l'universalité, si elle veut être une littérature d'expression, je dirais, transnationale, comme l'a dit tout à l'heure Georges, eh bien, elle est peut-être aussi, elle, constitutive d'une nation. Et la question que j'aimerais leur poser maintenant, dans la deuxième partie de la table ronde, c'est pourrait-on parler d'une nation science-fiction? Pourrait-on considérer que la science-fiction, à elle seule, constitue une nation de l'imaginaire, une nation avec son territoire, ses valeurs, son histoire commune, sa langue partagée, puisqu'on sait qu'il y a des outils techniques, des techniques narratives de la science-fiction. Et est-ce qu'on pourrait considérer d'une certaine manière que si on accepte le côté physique d'un territoire, on peut considérer la science-fiction comme une nation? Alors, peut-être qui veut intervenir en premier? Peut-être Simon. Alors Simon, dans ta thèse notamment, il y a toute une partie qui m'a beaucoup intéressé sur ça justement, sur la science-fiction comme peut-être territoire de l'hypothèse, territoire d'élection de... Pour nuancer un petit peu ce que je disais tout à l'heure, et pour revenir bien sûr à ce que tu viens de dire,